Publié le 3/7/2020 à 13/2.01 mis à jour le 3/7. 2020 à 15/2.52. Le plan de relance présenté jeudi en Conseil des ministres consacre près d'un tiers de son enveloppe à la transition écologique, soit 30 milliards d'euros. Un effort sans précédent, insiste Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique. Elle explique aux Échos les enjeux de ce grand chantier qu'elle souhaite voir démarrer dès les tout prochains mois. Avec plus de 30 milliards d'euros pour l'écologie dans le plan de relance, la France est-elle à la hauteur de ses ambitions ? Jamais autant de moyens n'ont été mis en œuvre pour l'écologie. Au lendemain de la crise de 2008, l'enveloppe du plan était de 35 milliards d'euros, sans véritable orientation verte. Là, il s'agit de 100 milliards dont 30 milliards consacrés à la seule transition écologique. Il s'ajoute aux 45 milliards d'investissements publics et privés déjà mobilisés chaque année pour la transition écologique. Nous franchissons une étape décisive pour la décarbonation de notre économie, avec une stratégie simple, investir massivement pour faire baisser les rejets des secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre que sont les transports, le bâtiment, l'industrie et l'agriculture. On ne se contente pas de redémarrer le moteur, on le change en décarbonant l'ensemble de l'économie et en faisant émerger de nouvelles filières dans les technologies d'avenir ou l'économie circulaire. Comment le suivi des dépenses sera-t-il assuré et comment garantir que le cap fixé sera tenu ? Nous sommes focalisés sur une traduction immédiate des aides. Un suivi sera effectué quasiment semaine après semaine. Si des projets traînent, l'argent qui leur est dévolu sera repris et affecté à d'autres, prêts à être lancés plus rapidement. Tout sera analysé territoire par territoire, action par action. S'agissant de la rénovation dans les bâtiments publics, les chantiers prêts à démarrer seront recensés. Il y aura des points d'étape très réguliers car nous voulons rendre les effets de ce plan visibles dès les premiers mois. Il doit être efficace très vite pour que l'investissement du privé prenne le relais. Pour chaque euro investi dans la rénovation écologique des lieux d'enseignement comme les universités ou les écoles, nous espérons déclencher 2 à 3 euros d'investissement supplémentaires dans les territoires. Vous allez gérer ces 30 milliards. Comment être sûr que les autres 70 milliards ne couvriront pas des investissements nocifs ? L'écologie ne se limite pas à ces 30 milliards, irrigue l'ensemble du plan et touche d'autres secteurs, comme la formation aux métiers d'avenir ou la rénovation des hôpitaux. S'y ajoute l'argent qui doit servir à la relocalisation d'activités et va contribuer à réduire l'empreinte carbone des entreprises. Il y aura aussi des aides pour des projets d'infrastructures de transport pour désenclaver des territoires ou sécuriser des ponts. Notre objectif est bien de favoriser toutes les alternatives à la route, notamment en investissant 4,7 milliards d'euros dans le ferroviaire et plus de 1 milliard dans les transports du quotidien, mais on ne peut pas pour autant pénaliser le développement de territoires où l'option décarbonée n'est pas possible. En Guyane, il n'y a qu'une route principale, vétuste. Il est normal de vouloir la rénover. C'est pareil pour un certain nombre de ponts dans un état très dégradé. Quel sera l'effet de levier de l'argent public mobilisé dans ce plan ? Je pense qu'on peut doubler la mise sur un certain nombre d'actions. L'essence même de beaucoup d'entre elles, c'est précisément de déclencher des financements du privé et des collectivités locales pour démultiplier leur effet. Pour prendre ce seul exemple, pour chaque euro investi dans la rénovation écologique des lieux d'enseignement comme les universités ou les écoles, nous espérons déclencher 2 à 3 euros d'investissement supplémentaires dans les territoires. Combien d'emplois verts pourraient être créés ? Nous estimons qu'à terme, la partie verte du plan pourrait générer ou permettre de préserver près de 200 000 emplois directs. C'est un point essentiel, au moment où nous affrontons une crise économique et sociale majeure. L'écologie permet de créer massivement des emplois non délocalisables dans les filières de la rénovation écologique, du ferroviaire, mais également dans les secteurs liés aux technologies vertes telles que l'hydrogène. Comment vous assurerez-vous que les collectivités locales tirent dans le sens de l'État ? Elles ne l'ont guère fait en 2008 pour rénover leurs bâtiments. Le Premier ministre dans son discours de politique générale a indiqué son souhait de territorialiser la relance en contractualisant avec les collectivités territoriales.
L'enjeu est d'adapter le plan de relance aux besoins des territoires en identifiant leurs priorités. Quant à l'implication des collectivités dans la rénovation de leurs bâtiments, elle ne fait pour moi aucun doute. Ce plan représente une occasion qu'elles ont tout intérêt à saisir, celle d'engager des travaux qu'elles auraient dû faire un jour avec, en plus, un soutien exceptionnel de l'État. Je préfère le terme transition écologique au terme transition thermique car l'enjeu est aussi de développer des filières françaises bâties sur des matériaux plus écologiques. En quoi ce nouveau plan de rénovation énergétique, contrairement à ses nombreux prédécesseurs, est-il assuré de réussir? Nous tablons sur plusieurs facteurs avec Emmanuelle Wargon, la ministre du Logement, note de la rédaction. D'abord, le fait d'engager des investissements massifs dans les bâtiments publics permettra de préparer le secteur privé à prendre le relais et de faire émerger une filière professionnalisée. Ensuite, dans le logement privé, nous allons faire monter en puissance les rénovations globales. Les dispositifs précédents visaient séparément chaque composante de la rénovation, fenêtres, combles, isolation extérieure, etc. On a vu à l'usage que c'était utile, mais insuffisant pour faire progresser au rythme nécessaire les logements en termes de diagnostic thermique. Les rénovations globales génèrent en général plus d'économies d'énergie par euro investi et permettront de porter les logements concernés au meilleur niveau de performance énergétique. Je préfère d'ailleurs le terme de rénovation écologique. Car l'enjeu est aussi de développer des filières françaises bâties sur des matériaux isolants plus écologiques, comme le chanvre ou encore le lin. Enfin, le dispositif d'aide fera l'objet d'un suivi et les procédures seront simplifiées. Jusqu'à la création de MaPrimeRénov', cette année, tout cela était assez complexe pour les ménages. MaPrimeRénov' sera rendu accessible à tous dès le 1er janvier prochain et sera aussi le support unique de cette aide additionnelle. Ce sera donc plus simple et plus efficace. Ne craignez-vous pas des effets d'aubaine? On ne pourra pas tous les éviter. Mais le fait de procéder par appel à projet, par exemple pour choisir les opérations les plus pertinentes de rénovation des bâtiments publics ou de décarbonation dans l'industrie, et de veiller à la pertinence de leur contenu devrait nous en prémunir très largement et nous permettre d'aider des projets d'investissement qui ne se seraient pas faits sinon, ou alors beaucoup plus tardivement. N'est-il pas une contradiction entre certaines mesures du plan et ce que l'on observe? Exemple, verdir les ports alors que l'extension de celui de Nantes-Saint-Nazaire passerait par l'artificialisation de zones naturelles. Il faut regarder au cas par cas. Sur Nantes-Saint-Nazaire, il faut le minimum d'emprise au sol. Au-delà, si on a un port qui nous permet d'avoir des containers qu'on peut mettre sur des rails, on aura beaucoup moins de camions sur les routes. On ne va pas empêcher le développement d'un port alors qu'on doit favoriser le transport peu carboné de nos marchandises. On doit aussi soutenir nos ports qui sont en concurrence avec les grands ports d'Anvers ou d'Amsterdam et doivent être modernisés pour être aux meilleurs standards mondiaux. Évidemment, ces aménagements doivent tenir compte des impératifs environnementaux, et ce sera bien l'objet des actions de soutien dans le plan de relance. Barbara Pompili, dans son bureau lors de l'interview, Livia Saavedra pour les Échos 2 milliards pour développer l'hydrogène, c'est bien plus que les 100 millions imaginés en 2018, mais loin des ambitions de l'Allemagne. Pourquoi? L'Allemagne et la France n'ont pas le même modèle, mais leurs stratégies sont complémentaires. Il faut développer l'hydrogène car c'est une technologie d'avenir. 2 milliards, ce n'est pas rien et les investissements continueront au-delà du plan de relance jusqu'à atteindre 7 milliards d'euros en 2030. C'est tout à fait comparable à l'ambition allemande. Mais ce serait une erreur de mettre tous nos œufs dans le même panier. Notre économie doit faire sa transition d'une manière globale. On investit dans l'hydrogène mais aussi dans d'autres technologies. La transition écologique, c'est un éventail de solutions. Le nucléaire, qu'on l'aime ou pas, il est là. Il doit être sécurisé et géré par des personnes compétentes. Vous avez dit récemment qu'il fallait trancher entre le nucléaire et l'énergie verte. Le plan y consacre 470 millions d'euros. Comment l'expliquez-vous?
Sur le nucléaire, on a besoin d'investir, et c'est moi qui vous le dis, avec les convictions que j'ai sur le sujet. On a une vraie perte de compétences dans des domaines aussi essentiels que la sûreté, les soudures, ce qu'il s'est passé à Lèpre de Flamanville le montre bien. On doit monter en compétences sur le démantèlement, travailler sur la recherche sur la gestion des déchets, notamment pour savoir s'il y a des alternatives, ou encore sur les matériaux. On va aussi investir quelques dizaines de millions sur des petits réacteurs, les SMR. Le nucléaire, on en a encore pour un bout de temps. Qu'on l'aime ou pas, il est là. Il doit être sécurisé et géré par des personnes compétentes. Cet argent sur le nucléaire, je l'assume totalement. Pour la transition agricole, 250 millions d'euros serviront à renouveler des équipements pour utiliser moins de produits phytosanitaires. Est-ce suffisant? Pour se passer des produits phytosanitaires, ou au moins pour les limiter, les équipements pour pulvériser et pour travailler le sol coûtent cher. On va aider les agriculteurs à acquérir ces matériels pour qu'ils se passent de phyto ou pulvérisent de manière bien plus efficace. Mais ce plan vise plus globalement à aider notre agriculture à faire sa transition avec une enveloppe de 1,2 milliard d'euros au total. Il y aura des aides tournées vers l'agriculture à haute valeur environnementale, le bien-être animal, avec l'amélioration des abattoirs. On va également remettre de la biodiversité dans l'espace agricole. Des sommes sont prévues pour replanter des haies, qui abritent de nombreuses espèces d'animaux et limitent les risques d'inondation. Le plan prévoit la réouverture de lignes ferroviaires secondaires. À quelle échelle? Nous allons regarder avec les collectivités les lignes qu'il sera le plus utile de soutenir. Après, on peut rénover des petites lignes telles quelles, mais aussi travailler sur leur aménagement, en investissant sur des trains légers, des tram-trains, ou des navettes par exemple. Nous y travaillerons avec Jean-Baptiste Djebari, le ministre des Transports, note de la rédaction, et les régions. Au-delà de ces 30 milliards, ne faut-il pas des investissements pérennes pour changer de modèle? Là, on lance la machine, après, elle va rouler. Certains secteurs ont besoin d'un coup de boost, pour reprendre de bonnes bases, former les gens, refaire des processus vertueux dans les entreprises. Tous ont intérêt à saisir cette opportunité. Celles qui loupent le coche n'ont pas d'avenir. Le constructeur automobile qui ne prend pas le virage de l'électrique ou de l'hybride ne pourra pas tenir la distance. Si un acteur du secteur du BTP ne se met pas à la rénovation écologique, il sera distancé. Ce plan de relance est fait pour mettre le pied à l'étrier et faire prendre les bons virages. Tous les secteurs sont-ils partants? J'ai senti une envie et une évolution de point de vue de beaucoup de chefs d'entreprise que j'ai pu rencontrer. Les bons chefs d'entreprise anticipent le fait que la transition écologique va s'imposer à eux et la place au cœur de leur stratégie. Certaines entreprises ont plus de mal, c'est pour cela qu'il y a un cadre législatif pour fixer des exigences minimales. On va travailler aussi sur l'éco-conditionnalité quand elle est justifiée, sur des mécanismes de certification. Il n'y a pas que l'argent qui entraînera le changement. Let's block ADS. Why?